je ai donné 2900 $ à mes parents pour couvrir les factures de mon père, puis j'ai découvert qu'ils avaient utilisé l'argent pour emmener toute la famille en croisière, en me laissant derrière. Restez avec moi pendant que je vous raconte ce qui s'est réellement passé, et si cette histoire vous parle, s'il vous plaît, soutenez notre chaîne en vous abonnant, en aimant la vidéo et en la partageant avec quelqu'un de proche. Je m'appelle Talia Brox. J'ai 27 ans, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été la personne fiable de ma famille. S'il y a un problème, c'est moi qu'on appelle. S'il y a quelque chose à payer, c'est sur moi qu'on s'appuie. J'ai toujours pensé que cela signifiait qu'on me faisait confiance, voire qu'on m'aimait. Un soir, ma mère m'a appelé. Sa voix était tremblante, et je pouvais entendre les larmes dans ses paroles. Elle m'a dit que mon père avait des factures d'hôpital qui s'accumulaient, qu'elles étaient en retard et que cela le stressait. Le simple fait d'entendre ça m'a brisé le cœur. Mon père n'est pas parfait, mais à mes yeux, il a toujours été fort. L'idée qu'il ait des difficultés avec ses factures m'a fait me sentir impuissante. Sans hésiter, je lui ai dit que j'allais aider. J'avais économisé de l'argent pour moi. De l'argent que je rêvais d'utiliser pour enfin avoir mon propre appartement. Pendant des mois, j'avais renoncé aux sorties, préparé mes déjeuners et je m'étais serré la ceinture pour constituer ce petit pécule. À l'époque, il s'élevait à 2900 $. Tout ce que j'avais. Et j'y ai renoncé. Le lendemain matin, je suis allé à la banque, j'ai retiré jusqu'au dernier dollar et je l'ai donné à ma mère. Je lui ai dit, c'est tout ce que j'ai économisé. Utilise-le pour papa. Je veux juste qu'il aille bien. Elle m'a serré dans ses bras et a murmuré, tu es une telle bénédiction, ma chérie. Pendant un instant, je me suis senti fier. Je pensais faire ce que toute bonne fille ferait. Ce soir-là, assise dans ma petite chambre de location, je mangeais des nouilles instantanées bon marché en parcourant des annonces d'appartements que je ne pouvais plus me permettre. Je me suis dit que ce n'était pas grave. L'argent, ça se regagne, mais la famille, ça n'a pas de prix. Mon rêve pouvait attendre. La santé de mon père, non. Je me suis endormi cette nuit-là en croyant avoir fait ce qu'il fallait, convaincu que mon sacrifice comptait pour eux. Mais au fond de moi, quelque chose m'inquiétait. Je ne pouvais pas l'expliquer à l'époque, mais c'était comme si en donnant cet argent, j'avais arraché une partie de moi-même. Je n'avais aucune idée que ce choix, la confiance que je leur avais accordée, finirait par être la chose même qui me briserait. Je pensais que je sauvais ma famille. Je ne savais pas que j'étais sur le point de découvrir à quel point ils m'estimaient peu. Quelques semaines plus tard, la vie avait repris son rythme habituel pour moi. Je faisais des heures supplémentaires, essayant de reconstituer les économies que j'avais complètement vidées. Je n'arrêtais pas de me répéter que l'argent que j'avais donné en valait la peine si cela signifiait que mon père allait bien. Chaque fois que je voyais une nouvelle annonce d'appartement, je repoussais la déception et je me disais, un jour. Puis, sorti de nulle part, j'ai reçu un texto de ma cousine. C'était court et joyeux, juste quelques mots, on aimerait que tu sois là avec nous. Au début, j'ai froncé les sourcils en regardant mon téléphone. J'ai pensé qu'elle l'avait peut-être envoyé à la mauvaise personne. J'ai répondu par texto, demandant « Où es-tu » Quelques secondes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'étaient pas des mots. C'étaient des photos. Des photos lumineuses et ensoleillées qui m'ont tordu l'estomac dès que je les ai vues. Il y avait ma mère, debout au bord d'un immense navire, souriant comme si elle n'avait aucun souci au monde. À côté d'elle, mon père tenait un cocktail fruité avec un petit parasol dedans. Mes frères et sœurs, Marcus et Janelle, étaient en maillot de bain, riant avec des cousins, des oncles et des tantes. Tout le monde avait l'air détendu, heureux, libre. Derrière eux, l'océan d'un bleu profond s'étendait à l'infini. J'ai fixé ces photos pendant un long moment, sans bouger, respirant à peine. Ma cousine a envoyé un autre texto, c'est tellement beau ici. On est dans les Caraïbes. Tu nous manques à tous. Mes mains se sont mises à trembler. Les Caraïbes? Une croisière? Tout le monde? C'était impossible. Ma famille était censée être noyée sous les factures d'hôpital. Mon père était censé avoir des difficultés. C'est pour ça que je leur avais tout donné. Lentement, la vérité a fait son chemin. Les 2900 $ que j'avais donnés. L'argent que j'avais économisé pour mon indépendance n'avait pas du tout servi à payer des factures d'hôpital. Il avait servi à ça, à des cocktails, à des plages, à des rires sous le soleil. Il m'avait menti.
Ils m'avaient regardé dans les yeux, m'avaient dit que papa avait des ennuis, puis avaient fait leur valise pour des vacances, sans moi. J'ai senti ma poitrine me faire mal, comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing violent. Ma gorge s'est nouée, et je ne savais pas si je devais crier ou pleurer. J'ai fait défiler les photos à nouveau, chacune me blessant un peu plus. Mes frères et sœurs posaient avec des verres. Ma mère portait un chapeau de soleil. Mon père avait l'air en meilleure santé que jamais. Tout le monde était là. Tout le monde sauf moi. Cette prise de conscience m'a brûlé comme un feu. Ils n'avaient même pas envisagé de m'inviter. Ils ont utilisé mon sacrifice comme leur billet pour le paradis et m'ont laissé derrière sans un regard en arrière. Mon cœur a sombré dans un vide dont j'ignorais l'existence. Toutes ces nuits où j'avais travaillé tard. Tous ces matins où j'avais préparé le même déjeuner pour économiser chaque dollar. Tout ça pour rien. J'ai posé mon téléphone et j'ai fixé le plafond. Ma poitrine était lourde, mes mains froides. C'est à ce moment-là que j'ai su. Ma famille ne m'avait pas seulement trahi. Elle m'avait rejeté. Et je ne les verrai plus jamais de la même manière. Mes mains tremblaient alors que je composais le numéro de ma mère. Ma poitrine était serrée, et les images du texto de ma cousine étaient encore gravées dans mon esprit. Ma famille, souriante sur cette croisière, profitant de la vie avec l'argent que je leur avais donné. Quand elle a finalement répondu, sa voix était désinvolte, presque joyeuse, comme si de rien n'était. Je ne me suis pas embarrassé de politesse. Mes mots sont sortis secs, plus secs que je ne l'avais prévu. Maman, qu'est-il arrivé aux factures de papa? Il y a eu un silence d'une seconde à l'autre bout du fil, puis je l'ai entendu soupirer. Ma chérie, dit-elle doucement, comme si elle essayait de me calmer. La croisière ne t'aurait de toute façon pas plu. Ce n'est pas ton truc. J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Mon truc. Il ne s'agissait pas de ce que j'aimais ou pas. Il s'agissait d'honnêteté. Ma gorge s'est asséchée. Donc il n'y avait pas de facture, ai-je demandé, la voix tremblante. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan. Il a dû prendre le téléphone, car soudain c'est lui qui parlait. Son ton était posé, comme s'il croyait que ce qu'il disait avait du sens. Talia, écoute. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. Marcus et Janelle méritaient une pause. Ils ont été sous tellement de pression. Ton tour viendra un jour. Ma bouche s'est ouverte. Le sang a afflué à mes oreilles si fort que je pouvais à peine l'entendre. Il ne niait même pas. Il se justifiait. J'avais renoncé à tout ce que j'avais. Et il trouvait ça normal parce que je n'avais ni mari ni enfant. J'ai serré le téléphone plus fort. Donc, vous me dites que tout le monde était au courant pour ce voyage? Tout le monde sauf moi. Il n'y a pas eu de réponse au début. Juste le silence, comme s'il ne voulait pas prononcer les mots à voix haute. Finalement, la voix de ma mère est revenue, hésitante. On ne pensait pas que ça te dérangerait, chérie. Tu es toujours si responsable. On a juste supposé. Supposé. Ce mot m'a tordu l'estomac. Ils avaient supposé que je resterais tranquillement dans mon coin. Que je continuerais à donner sans jamais rien demander en retour. Ils avaient supposé que je ne valais pas la peine d'être invité. Que mes sacrifices ne me donnaient même pas droit à une place à leur table. Mes yeux me brûlaient, mais j'ai ravalé mes larmes. Je ne voulais pas pleurer pendant qu'ils écoutaient. Mes mains tremblaient alors que la colère commençait à monter au-dessus de la douleur. Vous m'avez menti, ai-je murmuré dans le téléphone. Vous m'avez laissé croire que papa avait besoin d'aide alors que vous faisiez vos valises pour des vacances. Avez-vous la moindre idée de ce que ça m'a fait? Aucun d'eux n'a répondu. Je les entendais respirer, mais personne ne parlait. Ce silence disait tout. J'ai senti ma gorge se nouer. Ma poitrine s'est soulevée, et je n'en pouvais plus. Sans un mot de plus, j'ai retiré le téléphone de mon oreille et j'ai mis fin à l'appel. Alors que la ligne devenait silencieuse, je suis restée assise là, tremblante, partagée entre la fureur et le chagrin. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que ma propre famille avait choisi de me trahir, et le pire, c'est qu'ils n'avaient même pas l'air désolés. Après cet appel téléphonique, je suis restée assise en silence pendant des heures, le poids de tout cela m'écrasant. La croisière, les mensonges, la façon dont ils m'ont parlé, tout cela a provoqué un déclic en moi. Il ne s'agissait plus seulement de l'argent. Il ne s'agissait même plus d'être mise à l'écart.
C'était un schéma, et j'avais été aveugle à cela pendant trop longtemps. J'ai alors réalisé que j'avais toujours été l'enfant bouc émissaire. Celle qui travaillait, celle qui donnait, celle qui était censée assumer les responsabilités sans jamais rien demander en retour. S'il y avait un problème, j'étais la solution. Si quelqu'un d'autre faisait une erreur, j'étais le filet de sécurité. Mes frères et sœurs pouvaient être insouciants pendant que je portais le fardeau que personne ne voulait. Les souvenirs sont revenus en cascade, les uns après les autres. Je me souviens, adolescente, d'avoir utilisé le salaire de mon job à temps partiel pour acheter de nouvelles chaussures à Marcus parce qu'il en avait besoin pour l'école, et maman avait dit qu'il n'avait pas assez d'argent à ce moment-là. Je me souviens d'avoir renoncé à des week-ends pour garder les enfants de Janelle pendant qu'elle sortait faire la fête, agissant comme si la maternité était une option dès que quelque chose d'amusant se présentait. Je me souviens d'avoir payé la facture d'électricité plus d'une fois, même si cela signifiait sauter des repas moi-même. À chaque fois, je me disais que ce n'était pas grave. La famille s'entraide. C'est ce que je croyais. Mais debout au milieu de mon petit appartement silencieux, ces souvenirs avaient soudain une saveur différente. Ils ne ressemblaient pas à de l'amour. Ils ressemblaient à de l'exploitation. Comme si je n'avais jamais été vu comme une fille ou une sœur, juste comme un plan de secours. La vérité m'a piqué si fort que je pouvais à peine respirer. La loyauté de ma famille avait toujours été à sens unique, et ce n'était pas dans ma direction. Je m'étais dévoué pour eux, mais quand il s'agissait de me donner le plus petit signe de reconnaissance, la plus simple forme d'honnêteté, ils n'avaient rien. Pas même la courtoisie d'une invitation à des vacances payées avec mon propre sacrifice. Je me sentais mise au rebut, comme si j'étais moins qu'eux, comme une étrangère dans ma propre lignée. Ils n'avaient même pas hésité à me mentir, car dans leur esprit, mon rôle avait déjà été décidé. Je n'étais pas celle qui méritait le plaisir ou la joie. J'étais celle qui s'assurait qu'ils puissent en avoir. Les larmes sont venues alors, non pas douces et silencieuses, mais lourdes et pleines de colère. J'ai pleuré parce que je me sentais stupide, parce que j'avais cru si longtemps que mes sacrifices comptaient. J'ai pleuré parce qu'au fond, une partie de moi avait toujours connu la vérité mais ne voulait pas y faire face. Et j'ai pleuré parce que cette trahison n'était pas un simple incident. C'était des années à être traité comme si mon seul but était de donner jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Alors que les sanglots se calmaient, un calme vide s'est installé en moi. Je savais que quelque chose avait changé pour toujours. Ce n'était pas juste un autre moment blessant. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils avaient pris plus que mon argent. Ils avaient pris la place que je pensais occuper dans leur cœur. Et maintenant, je n'étais plus sûr d'avoir une place du tout. Pendant que ma famille naviguait sur des eaux turquoises et prenait des photos dans les Caraïbes, j'étais assise dans mon appartement exigu, à fixer un paquet de nouilles instantanées à moitié vide. L'air était lourd et vicié, le genre de silence qui faisait que chaque lampée de nouilles résonnait plus fort qu'elle n'aurait dû. Je rationnais mes courses depuis des semaines, me convainquant que faire des économies était temporaire, que le sacrifice que j'avais fait en valait la peine. Mais maintenant, à chaque bouchée de nouilles bon marché, je ne sentais que de l'amertume. Quand j'ai finalement ouvert mon application bancaire, l'écran m'a retourné l'estomac. 14 $. C'était tout ce qu'il me restait. Pas 4 cents, ni même 40, 14. J'ai cligné des yeux, comme si les chiffres pouvaient changer si je regardais à nouveau. Ils n'ont pas changé. J'ai posé mon téléphone et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. J'ai pensé au temps qu'il m'avait fallu pour économiser près de 3000 $. Les dîners au restaurant manquaient, les vêtements que je n'avais pas achetés, les heures supplémentaires interminables. Chaque dollar avait été un pas vers la liberté, vers la construction enfin d'une vie à moi. Et maintenant, tout était parti, dépensé pour des vacances auxquelles je n'avais même pas mérité d'être invité. La colère est montée lentement au début, comme une casserole sur le feu. J'ai serré les poings et j'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Ils étaient là-bas, à se prélasser au soleil, des assiettes pleines de nourriture de buffet, pendant que je comptais les pièces dans un bocal, juste pour être sûr d'avoir de quoi payer le bus pour aller au travail. Et le pire ? Ils s'en fichaient. Ils ne me voyaient pas affamé ou en difficulté. Dans leur esprit, je rebondirais comme toujours. La fiable Thalia. Celle qui arrange les choses, qui se sacrifie sans se plaindre. J'ai relevé la tête et j'ai fixé le plafond. Quelque chose en moi s'est durci, tranchant et inébranlable. Je n'allais plus le faire. Je n'allais plus être leur filet de sécurité, leur plan de secours,
La sœur invisible qui donnait et donnait jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. S'ils voulaient me traiter comme une étrangère, alors soit. Je leur montrerai à quoi ressemblait vraiment la vie sans moi. J'ai murmuré les mots à voix haute, juste pour les entendre, pour les rendre réels. C'est fini. Au début, ça semblait étrange, comme essayer des vêtements qui ne vous vont pas tout à fait. Mais plus je restais assise là, plus ce sentiment grandissait. Je n'étais pas faible. Je n'étais pas sans valeur. J'avais été loyal, et ils avaient profité de moi. C'était leur faute, pas la mienne. La colère ne m'écrasait plus. Elle me nourrissait. Elle me donnait quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. De la résolution. Je me suis promis cette nuit-là, assise dans la lueur de ma lampe bon marché avec le paquet de nouilles vides sur mon bureau, que je ne les laisserai plus jamais m'utiliser. Ils voulaient que je sois invisible, un outil qu'ils pouvaient prendre et poser à leur guise. Mais je n'allais plus jouer ce rôle. À partir de maintenant, j'en avais fini d'être leur paillasson. Quand ma famille est finalement rentrée de sa croisière, il était impossible de ne pas remarquer leur mine radieuse. Ils sont entrés dans la maison, bronzés, bruyants et joyeux, portant encore cette énergie insouciante que les gens ramènent de vacances. La peau de ma mère était plus foncée, le nez de mon père pelait, et mes frères et sœurs riaient comme des enfants tout juste sortis de colonies de vacances. Leurs valises étaient dans le couloir, et des souvenirs débordaient de leurs sacs. Des t-shirts, des coquillages, des bouteilles de rhum. Je me tenais dans un coin, les bras croisés, à les observer. Ils s'attendaient à ce que je pose des questions sur leur voyage. À ce que je souris et hoche la tête comme je le faisais toujours. C'était mon rôle, après tout. La bonne auditrice. Celle qui les encourageait même quand j'étais en train de me noyer. Mais cette fois, je ne pouvais pas jouer le jeu. Janelle a été la première à se vanter. Les buffets étaient dingues, dit-elle en rejetant ses cheveux en arrière comme si elle était encore sur le pont du navire. On pouvait manger toute la journée et toute la nuit, sans limite. Marcus a enchaîné. Et les plages, mec, l'eau était cristalline. Le meilleur voyage de ma vie. Leur voix m'écorchait, chaque mot me poignardant comme un rappel de ce que j'avais perdu. Je pouvais les imaginer rire au soleil pendant que j'étais assise seule dans mon appartement avec $14 et un garde-manger à moitié vide. J'ai dégluti difficilement, mais j'ai refusé de les laisser me voir craquer. Finalement, j'ai parlé. Ma voix était neutre, plus froide que je ne l'avais jamais laissé être avec eux. Alors, où sont mes $2900 ? La pièce s'est figée un instant. Ma mère a tourné lentement la tête, me lançant un regard comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. Puis elle a laissé échapper un petit rire, léger et méprisant. Oh, ma chérie, c'était un cadeau. La famille s'entraide. Tu le sais bien. Ma poitrine s'est serrée. Un cadeau ? Je n'avais jamais dit que c'était un cadeau. On m'avait dit que c'était pour les frais médicaux de papa. J'ai serré la mâchoire, me forçant à rester calme. Non, dis-je fermement. Je vous ai donné cet argent parce que vous m'avez dit que papa en avait besoin pour l'hôpital. Ce n'était pas un fonds de vacances. Je le veux en retour. Avant que ma mère ne puisse répondre, Marcus est intervenu avec son ton arrogant habituel. Talia, ne sois pas amère. Tu gagneras plus d'argent. Tu es doué pour ce genre de choses. Ce n'est que de l'argent. Détends-toi. Ces mots m'ont tordu l'estomac. Seulement de l'argent. Cet argent était mon avenir, mon indépendance, ma porte de sortie. Et ils le savaient. Ils le savaient tous. Pourtant, ils étaient là, à balayer ça d'un revers de la main comme si j'étais mesquine de le réclamer. Je les ai regardés un par un, leurs visages suffisants et insouciants. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ils n'étaient pas désolés. Ils n'étaient même pas gênés. Ils croyaient vraiment que j'étais censé donner sans jamais poser de questions, censé me sacrifier tout en souriant pendant qu'ils récoltaient les fruits. Je n'ai pas souri cette fois. Je n'ai pas hoché la tête ni ri. Je suis resté là, les bras croisés plus fort, mes yeux les transperçant du regard. Pour la première fois, j'ai laissé le silence froid s'installer entre nous. Il s'attendait à l'ancienne moi, mais elle n'existait plus. Ma poitrine me brûlait tandis que Marcus haussait les épaules et que ma mère riait. À cet instant, quelque chose en moi s'est cassé. Je me sentais petite et utilisée, comme si ma valeur n'était qu'un chiffre sur un relevé bancaire. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je suis sorti de la maison avec mes clés,
mon téléphone et le peu de dignité que je pouvais rassembler. Je ne suis pas allé loin. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour laisser la colère brûlante se transformer en quelque chose de plus tranchant. Assise sur un banc de parc, je regardais les autres passer, des familles avec des poussettes, des couples se tenant la main. Tout ce qui était ordinaire rendait la situation douloureuse. Mes mains se sont crispées en poing dans les poches de ma veste. La pensée qui tournait en boucle dans ma tête était simple, s'ils pensent que je ne suis que leur filet de sécurité, ils sont sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on coupe ce filet. Je ne voulais pas de drame. Je ne voulais pas de scène. Je voulais quelque chose de plus propre, quelque chose qui leur ferait mal là où ça compte. J'avais été celle qui les sauvait en silence. Maintenant, je serais l'absence qu'ils ne pourraient pas réparer avec un rire ou un « je te rembourserai un jour ». Mon plan a commencé de manière pragmatique. Pas de menaces, pas de commérage, seulement des conséquences. D'abord, j'ai décidé de ne plus être disponible selon leur emploi du temps. Fini les « oui » immédiats. Fini les virements de dernière minute. S'ils avaient besoin d'aide, ils appelleraient et je leur dirais que j'étais occupé. Je laisserais les retards de paiement et les factures impayées s'accumuler. Ce serait inconfortable pour eux et ils pourraient blâmer leur propre choix, mais ils le sentiraient. Ensuite, j'ai fait une liste de toutes les faveurs que j'avais rendues au fil des ans. Factures payées, transport, babysitting, prêt. J'ai noté les dates, les montants et les rappels des promesses qu'ils avaient faites par la suite. Pas pour l'envoyer à qui que ce soit, mais pour savoir clairement l'équilibre que j'avais maintenu pour eux pendant qu'ils dépensaient le mien. C'était étrange et puissant de le voir sur papier. Cela a rendu ma colère précise. J'ai aussi commencé à changer ma façon de répondre aux questions. Des réponses polies et brèves ont remplacé les longues explications. Quand papa a appelé pour demander de l'argent, j'ai dit « je ne peux pas ». Quand Janelle a envoyé un texto pour me supplier de la conduire quelque part, j'ai dit « désolé, j'ai des projets ». Chaque refus était une pierre retirée de leur fondation d'attente. C'était silencieux, mais le but n'était pas de punir bruyamment. C'était de créer un espace réel et inévitable. J'ai pensé à l'argent, bien sûr, mais le plan concernait le respect. Je voulais qu'ils comprennent que mes dons avaient été conditionnés par l'honnêteté et l'attention. Ils avaient rompu cette condition. Ma vengeance serait de me protéger et de leur faire réaliser que cette protection avait un coût. Sur le banc, alors que le crépuscule tombait et que l'air se rafraîchissait, la colère brûlante avait disparu. À sa place, il y avait une détermination claire et froide. Ce n'était pas le moment pour le théâtre. C'était un tournant. Ils avaient fait un choix. Maintenant, je faisais le mien. J'ai plié le papier avec ma liste, l'ai glissé dans mon sac et je suis rentré chez moi, calme, mesurée, stable et prête à être absente d'une manière qu'ils n'ignoreraient jamais. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent une fois que j'ai pris du recul. Quelques semaines après la croisière, le téléphone a recommencé à sonner, comme il le faisait toujours chaque fois que la responsabilité frappait à leur porte. Sauf que cette fois, je ne me suis pas précipité pour répondre. Le premier appel venait de Janelle. Elle a laissé un message vocal, sa voix était agitée et impatiente. « Talia, tu peux garder les enfants ce week-end ? S'il te plaît ? J'ai vraiment besoin d'une soirée, je deviens folle. Normalement, j'aurais réorganisé mon emploi du temps, fait des provisions de goûter et je serais arrivé sans me plaindre. Mais cette fois, j'ai simplement répondu par texto en une seule ligne, « Désolé, je suis occupé. » Je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas excusé. J'ai laissé le silence planer. Quelques jours plus tard, Marcus a frappé à la porte. Façon de parler, bien sûr, à travers des textos qui devenaient de plus en plus désespérés au fil des heures. « Salut Serette, le loyer est dû et je suis encore à court. Tu peux me dépanner juste pour cette fois ? Je te rembourserai, promis. » J'ai fixé ces mots, me souvenant de la façon dont il m'avait dit de ne pas être amer d'avoir perdu mes économies. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de culpabilité, de clarté. Je n'ai même pas répondu. Ces messages se sont empilés, de petits points rouges sur mon écran. Et je les ai laissés là, non lus, jusqu'à ce qu'ils cessent d'arriver. Puis ce fut papa. Sa voix était cassée au téléphone, répétant ce ton familier d'urgence. « Ma chérie, je déteste demander, mais nous avons une autre facture qui arrive. Si nous ne payons pas, les choses pourraient devenir sérieuses. Tu as toujours été la personne fiable. Cette fois,
je n'ai pas haussé la voix ni pleuré. J'ai gardé un ton calme, poli même, mais ferme. Désolé, papa. Je ne peux plus aider. Vous avez utilisé mes dernières économies pour des vacances auxquelles je n'étais pas invité. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, plus lourd que tout ce que j'avais jamais entendu de sa part. Pour une fois, il n'avait pas d'excuse rapide ou de justification. Juste sa respiration, puis le faible son de lui passant le téléphone à maman. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse parler. Et ce fut le début de tout, le lent effondrement. La tension s'est répandue dans la famille comme un nuage d'orage. Je pouvais la sentir même à la distance que je maintenais. Janelle a envoyé des messages empreints de culpabilité, me disant à quel point il était difficile d'élever des enfants sans aide. Marcus a essayé un ton plus doux, me rappelant que nous étions frères et sœurs, comme si cela effaçait des années d'exploitation. Ma mère a laissé des messages vocaux qui oscillaient entre la douceur et le reproche, me disant que je tournais le dos à la famille. Mais je n'ai pas cédé. Chaque refus, chaque appel sans réponse, était un autre fil tiré de la toile dans laquelle ils m'avaient piégé. Plus je prenais mes distances, plus ils avaient du mal. Et plus ils avaient du mal, plus ils devenaient clairs. Ils n'étaient pas contrariés parce qu'ils m'aimaient. Ils étaient contrariés parce que leur filet de sécurité avait disparu. Pour la première fois, ils étaient obligés de se débrouiller seuls. Et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable de les voir trébucher. Je me sentais libre. Il n'a pas fallu longtemps avant que les fissures au sein de ma famille ne s'élargissent pour devenir de véritables fractures. Sans moi pour colmater chaque brèche, ils n'avaient d'autre choix que de faire face au désordre même. Et ce que j'ai entendu, principalement par ma cousine qui adorait raconter les potins de famille, c'est que les choses dégénéraient rapidement. Apparemment, maman avait commencé à se plaindre bruyamment de Marcus. Elle racontait à qui voulait l'entendre qu'il était paresseux et ne prenait jamais ses responsabilités de fils aîné. Marcus a riposté, disant qu'il en avait marre d'être traité comme un enfant et que ce n'était pas sa faute si les factures s'accumulaient. Janelle, prise entre deux feux, s'en est prise à eux deux. Elle a dit à maman qu'elle était injuste et à Marcus qu'il devait se comporter en homme et arrêter d'attendre que les autres le portent. L'unité qu'ils affichaient autrefois, celle qu'ils avaient utilisée pour me mettre à l'écart, avait disparu. Ce qui les unissait avant, ce n'était pas l'amour, ai-je réalisé. C'était moi. Mon argent, mon temps. Ma volonté de me plier en quatre pour qu'ils puissent vivre confortablement. Sans cette pièce, toute la structure a commencé à s'effondrer. Ma cousine m'a dit que leur électricité avait été coupée pendant quelques jours parce que personne n'avait payé la facture à temps. Janelle a dû rester chez une amie parce que ses enfants ne pouvaient pas dormir dans le noir sans chauffage. Marcus serait parti en claquant la porte pendant une des leçons de morale de maman et ne serait pas rentré pendant quelques nuits. Papa a essayé de calmer les choses, mais même lui a commencé à s'énerver, grommelant que les enfants n'écoutaient jamais et que c'était stressant de tout gérer. Chaque nouvelle était comme regarder une tempête de derrière une vitre. Je n'étais pas dedans, mais je pouvais entendre le tonnerre, voir les éclairs tout déchirés. Et au fond de moi, je sentais deux choses s'affronter, la culpabilité et la satisfaction. La culpabilité est venue en premier. Ils étaient toujours ma famille, peu importe comment ils m'avaient traité. J'ai imaginé mes petites nièces pleurer quand les lumières se sont éteintes et ma poitrine s'est serrée pour elles. J'ai pensé à mon père, gronond mais fatigué, et pendant un instant, je me suis demandé si je ne devais pas simplement intervenir, juste cette fois, pour alléger le fardeau. Mais ensuite est venue la satisfaction. Nette, constante, indéniable. C'était exactement ce qu'ils avaient cherché quand ils m'avaient menti, quand ils s'étaient moqués de ma douleur. Ils voulaient mon argent, mon travail, mon silence, mais pas moi. Et maintenant, ils vivaient sans moi, exactement comme ils l'avaient choisi. L'équilibre du pouvoir avait changé et pour la première fois, ils ressentaient ce que j'avais ressenti toutes ces années, dépassé, non soutenu, seul. J'ai laissé la culpabilité m'habiter, mais je ne l'ai pas laissé me faire agir. Je suis resté ferme. Je n'ai pas répondu à leurs appels, n'ai pas offert $1, n'ai pas fléchi. Parce que cet effondrement n'était pas à moi de le réparer. C'était le leur. Et s'ils apprenaient enfin ce que mon absence signifiait, alors peut-être, juste peut-être, commenceraient-ils à comprendre ma valeur. On a frappé à ma porte tard dans la soirée, bien après que je me sois installé avec un livre et une tasse de thé. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un voisin, mais le rythme des coups est devenu frénétique. Quand j'ai ouvert la porte, mes parents étaient là, le visage pâle,
les vêtements un peu froissés, les yeux portant le poids du désespoir. Maman a été la première à parler. Sa voix s'est brisée alors que des larmes coulaient sur ses joues. « On a besoin de toi, ma chérie », a-t-elle murmuré en s'agrippant à mon bras comme une femme qui se noie cherchant une bouée de sauvetage. « Tu es tout ce qu'il nous reste. » Derrière elle, papa avait l'air plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Sa voix était plus basse, presque suppliante. « Je sais que nous avons fait des erreurs, dit-il, mais nous te rembourserons un jour. S'il te plaît, aide-nous juste cette dernière fois. » Pendant un instant, ma poitrine s'est serrée. C'étaient mes parents, les gens qui m'avaient élevé, ceux pour qui je m'étais sacrifié d'innombrables fois. Je me suis souvenu de la façon dont je laissais tout tomber quand ils appelaient, de la façon dont je leur donnais mon dernier dollar si cela signifiait soulager leurs difficultés. Les vieilles habitudes me tiraillaient, me suppliant de céder. Mais ensuite, les souvenirs ont changé. Je me suis souvenu du rire méprisant de maman quand je l'ai interrogée sur mes économies. Je me suis souvenu de papa me disant que parce que je n'avais pas d'enfants, mes frères et sœurs méritaient plus. Je me suis souvenu des photos de la croisière, de leurs visages souriants pendant que j'étais assise seule dans mon appartement à manger des nouilles instantanées. Et soudain, le brouillard de la culpabilité s'est dissipé. J'ai redressé les épaules et j'ai doucement retiré mon bras de l'emprise de maman. Ma voix était calme, posée, plus assurée que je ne l'avais jamais été avec eux auparavant. Non, dis-je. Vous m'aviez quand c'était important, et vous avez choisi tous les autres. Je vous ai tout donné, et vous m'avez traité comme si je n'étais rien d'autre qu'un portefeuille. C'est fini. Les sanglots de maman se sont intensifiés, mais ils ne me transperçaient plus comme avant. Papa a marmonné quelque chose sur la famille qui doit rester unie, mais même lui n'avait plus l'air convaincu. Je tenais la porte, ma main fermement sur la poignée. Pour la première fois, je n'étais pas la personne désespérée dans cette conversation. C'était eux. Et c'était toute la différence. Avec un dernier regard, à la fois navré et résolu, j'ai dit doucement, « Je ne suis plus votre filet de sécurité. » Puis j'ai fermé la porte. De l'autre côté, j'entendais des voix étouffées, le bruit de pas qui traînaient, puis le silence. À l'intérieur, mon appartement semblait à la fois plus lourd et plus léger. Mon cœur me faisait mal. Il me ferait toujours mal, parce que la famille n'est pas quelque chose dont on cesse de se soucier, mais il y avait aussi une liberté dans cette douleur. Ma vengeance n'avait jamais été une question d'argent. Il ne s'agissait pas de prendre ma revanche. Il s'agissait de leur montrer que j'étais plus que le rôle dans lequel ils m'avaient forcé. En disant non, en fermant cette porte, j'ai repris quelque chose qu'ils m'avaient volé il y a longtemps, mon pouvoir. Et même si ça faisait mal, je me sentais enfin libre. Pensez-vous que Talia a eu raison de fermer définitivement la porte à ses parents, ou aurait-elle dû leur donner une autre chance? Partagez vos avis dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue. Et si des histoires comme celle-ci vous captivent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine.